Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmicronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis avec Léa de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cosmicronix. Donc aujourd'hui on change un petit peu, on vous l'avait annoncé la dernière fois, on a un petit peu stoppé nos épisodes sur la saga Harry Potter et aujourd'hui on va se consacrer à l'astrologie et aux idées reçues sur cette discipline qui a un peu la vie dure et donc je voulais avoir l'éclairage de Léa par rapport à ça et qu'elle puisse un petit peu répondre aux questions que beaucoup d'entre nous peuvent se poser. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si jamais à l'issue de cet épisode, vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit sur l'astrologie, dont vous avez entendu dans votre entourage ou des choses qui vous dérangent sur ce thème, n'hésitez pas à nous les poser parce qu'on pourra tout à fait y revenir. Donc bonjour Léa. Bonjour Mathilde. Voilà, on a à peu près une petite dizaine de questions que j'aimerais éventuellement aborder avec toi. On peut commencer, je dirais, par l'astrologie et la compatibilité amoureuse, parce que ça, on la lit beaucoup dans les magazines féminins. On a toujours le plaisir à la fin de voir notre petit horoscope et de voir la partie sentimentale, et on se dit « Oh mon Dieu !» Que va-t-il se passer ? Je dois me séparer de cette personne. Voilà, je dois absolument couper tous les liens. Bon, et voilà. Donc, je voulais un petit peu savoir ce que tu en pensais, de cette, de la compatibilité amoureuse entre deux personnes, et si l'astrologie pouvait influencer, certaines choses. Alors déjà, j'ai emmené avec moi mon buzzer. Donc, si tu peux me poser les questions de façon frontale, et je me ferai une joie d'appuyer sur le oui ou le non de mes beaux buzzers. Alors, je vais te la poser. Vas-y, pose-la moi. Peut-on choisir son partenaire avec son thème astral ? Voilà, donc le buzzer l'a bien dit pour moi, non. Alors, okay. Mais c'est une grande tentation. Oui. Parce qu'évidemment, même quand on apprend dans les premiers temps l'astrologie en tant que débutant, en tant que néophyte, on voit bien qu'il y a des signes, ou en tout cas des aspects, des planètes, des archétypes qui communiquent, disons, plus facilement, plus aisément les uns avec les autres. Alors on se dit, effectivement, vaut mieux allier ces énergies-là plutôt que ces autres énergies avec d'autres énergies moins soi-disant compatibles, puisque évidemment ça va nous créer de l'harmonie, de la facilité ambiante, et puis qui veut chercher la difficulté, qui veut chercher les conflits, qui veut chercher l'eau dans le gaz. Alors évidemment, ça c'est la façon un petit peu rapide de voir la chose. Et ceux qui sont astrosceptiques verront avec, beaucoup d'évidence que de telles associations, de tels raccourcis ne marchent généralement pas. Et ils auront raison. Puisque, déjà, je le répète, on le sait, mais je le répète, une rencontre entre deux individus, c'est une rencontre déjà avec deux entités qui dépassent leur thème. Nous ne sommes pas que notre thème. Notre thème nous dit beaucoup de choses sur notre façon de percevoir, de vivre et de nous engager dans le monde, mais il est évident que ça ne recouvre pas tout et ça ne lève pas le voile sur tout le mystère, fort heureusement. Ça, c'est de 1. De 2, quand on rencontre quelqu'un, il est évident qu'on va rencontrer un autre thème qui n'est pas simplement
et on y reviendra, le soleil de la personne. Donc il est évident que si un taureau et un lion se rencontrent, des taureaux et des lions, il y en a des mille et des cents, voire des millions, plus des dizaines de millions, des centaines de millions, et que l'association de ces deux signes entre eux ne vont pas du tout donner les mêmes résultats en fonction de quel type de taureau, quel type de lion, c'est-à-dire quel type de thème ce taureau et ce lion possèdent, qui est bien évidemment bien plus compliqué que le signe solaire, on l'a déjà dit, mais je le répète quand même. Les grandes vérités méritent à ce qu'on les assène à peu près fréquemment. Et puis de 3, la rencontre en elle-même va créer un 3e terme qui va en fait être, d'ailleurs en astrologie ça s'appelle le thème composite, et puis c'est ce qui va au-delà de la synastrie, c'est-à-dire de la comparaison des deux thèmes, qui déjà est un travail en soi assez complexe, qui suppose l'étude à fond des deux thèmes séparément et ensuite des deux thèmes ensemble et de la combinatoire de ces deux thèmes l'un sur l'autre, c'est-à-dire que l'un et inversement, c'est-à-dire le thème de X sur le thème d'Y et le thème d'Y sur le thème de X, qui crée toutes sortes déjà d'analyses très très intéressantes. Il y a ce qu'on appelle le thème composite, qui est le thème des mi-points, pour ceux qui connaissent l'astrologie, des deux thèmes, et qui va être quelque part le thème de l'énergie de ce nouvel être qui naît de la relation. Donc il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d'outils raffinés, poussés, précis dans l'astrologie dite relationnelle, qui va bien au-delà juste des comparaisons des deux soleils, de Capricorne-Lion, de Scorpion-Gémeaux, etc. Ou même des deux lunes. C'est pour le coup une discipline en ce sens comparative, très complexe, mais très pointue, mais qui n'est certainement pas, enfin en tout cas à mon sens, qui n'a certainement pas vocation à être déterminante par rapport à la réussite d'une relation. C'est un outil descriptif de la nature, de la façon dont deux personnes vont entrer en relation, et notamment vont entrer en relation l'un avec l'autre, et comment est-ce qu'ils vont réussir à communiquer, la façon dont ils auront de communiquer différents aspects d'eux-mêmes, que ce soit l'aspect émotionnel, l'aspect intime, l'aspect psychologique, l'aspect intellectuel, l'aspect spirituel, et en tout cas c'est plutôt, l'astrologie aurait ici vocation à éclairer les zones d'ombre, les zones peu claires, les zones qui créeraient potentiellement des crises relationnelles entre deux personnes, les blocages possibles, les difficultés qui pourraient être rencontrées, qui sont rencontrées, et la façon surtout de mieux comprendre l'autre en comprenant comment il fonctionne par rapport à son fonctionnement à soi. On peut s'aimer mais ne pas du tout voir le monde de la même façon. On peut être attiré l'un par l'autre et ne pas du tout comprendre, entendre les signaux de la vie, les signaux interpersonnels de la même façon. Donc en fait, tout ça est très complexe, mais c'est pas déterminant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser comme un outil condamnatoire. Oui, c'est pas une épée de Damoclès sur deux personnes qui... Certainement pas. On peut l'utiliser comme ça. On peut très bien se dire, ah bah tiens, lui il est Capricorne, moi je suis Cancer, on est deux signes opposés, non, ça va être trop compliqué, on va se chamailler tout le temps. Alors ça c'est sûr Au contraire, peut-être ce que tu dis, l'astrologie justement pour un couple, c'est peut-être aussi une façon de mieux se connaître finalement. Mais complètement, oui, c'est ce que... Bien sûr. Peut-être mieux se
comprendre. C'est ce que je dis, oui, ça éclaire les dynamiques relationnelles entre deux personnes. Ça permet de les affiner, de mettre des mots dessus, de comprendre ce qui se joue aussi dans une rencontre. On n'est pas en relation complètement par hasard avec quelqu'un. On ne choisit pas les êtres à qui on s'attache, les êtres importants de nos vies ne sont pas des rencontres de hasard total, sinon on passe notre chemin. Je veux dire, on s'y arrête même pas. Il faut que ça résonne. Alors pourquoi ça résonne et qu'est-ce que la personne vient activer en nous? Qu'est-ce qu'on vient activer chez la personne? Et qu'est-ce qu'aussi cette relation crée parce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce thème composite, ce mélange quelque peu des deux thèmes des personnes, qui encore une fois n'est pas la superposition des thèmes l'un sur l'autre, qui est vraiment le mélange des deux. Ce qui s'appelle le thème de la relation, si je puis dire, et le thème de la relation aussi va avoir un effet sur le thème de l'un et de l'autre, la relation elle-même, l'énergie de la relation elle-même. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils disponibles à l'humain pour véritablement comprendre ce qui se joue sur le plan et symbolique et psychique et émotionnel, sur le plan relationnel, avec une sorte de clarté. Une clarté, une possibilité d'analyser ce qui n'est pas vraiment analysable. En réalité, le plan des sentiments. Oui, c'est passionnant. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt une façon d'accompagner une relation quand elle en a besoin. Ça fait un très bon outil de thérapie de couple, un très bon outil de thérapie familiale. C'est super. Voilà. Notamment aussi entre les parents et les enfants, sur le plan relationnel, ça permet aussi de comprendre que les attentes du parent, les projections du parent sur l'enfant sont des projections qui appartiennent à son univers personnel, l'univers du parent qui vient quelque peu teindre le thème de l'enfant, mais l'enfant, lui, en tout cas, ce qu'on devrait encourager chez l'enfant, c'est l'authenticité de l'expression de son thème à lui, sans le filtre du thème de l'adulte qui vient essayer d'interférer, bien sûr. Voilà. Donc tout ça est très utile, mais certainement pas au début de la rencontre. C'est-à-dire que je pense qu'il faut utiliser l'astrologie une fois que la rencontre est enclenchée. D'ailleurs, je pense que ceux qui sont astrophiles devraient, quand ils rencontrent quelqu'un, que ça soit une forte rencontre amicale, parce que l'amitié est quand même très importante dans la vie aussi, et ce sont les coups de foudre amicaux, ou en tout cas les rencontres d'une vie sont aussi beaucoup des rencontres amicales. Donc les vraies grandes rencontres amicales, les rencontres amoureuses, les dynamiques familiales, je pense qu'il faut savoir les analyser quand la relation, en tout cas pour les nouvelles rencontres, pas les rencontres familiales, mais quand la relation est déjà engagée. Quand on a établi la rencontre, qu'on a créé une dynamique relationnelle. Si on attend de regarder avant, par exemple, du type comme on utilise parfois l'astrologie en Inde, l'astrologie védique, pour faire des mariages, pour les entremetteurs, pour que deux jeunes gens se rencontrent, pour voir si leur thème correspond pour un mariage heureux, ça, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut fuir ces méthodes-là parce qu'elles empêchent une rencontre inédite qui, parce qu'elle est inédite, va créer une certaine dynamique relationnelle qu'on peut voir dans le thème, qui effectivement, c'est vrai qu'un soleil taureau et un soleil capricorne qui se rencontrent, faisons simple, ils vont pas avoir la même dynamique relationnelle qu'un soleil gémeaux, un soleil scorpion. C'est pas encore une fois, quand les gens se rencontrent, c'est pas les soleils qui se rencontrent, c'est les thèmes. Mais pour simplifier, pour faire bref, mettons que le soleil, c'est le thème, même si c'est absolument pas vrai, mais c'est pour vous donner un schéma. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que cette rencontre va solliciter en moi, qu'est-ce qu'elle va me demander de remettre en question, qu'est-ce qu'elle va me pousser à transformer, quel est son but dans le chemin de mon évolution et quel est le but de cette rencontre dans le chemin de l'évolution de l'autre et comment est-ce qu'on peut se faire évoluer mutuellement. Et ça va sans doute pas tirer les mêmes cordes que si on rencontre quelqu'un d'autre qui va venir toucher autre chose en soi. Peut-être que ça va pas être une rencontre qui va pousser, qui va conforter notre besoin de sécurité. Peut-être que c'est pas l'enjeu de cette relation, peut-être que c'est un autre enjeu, et puis si on recherche la sécurité, peut-être qu'effectivement cette rencontre n'est pas la plus évidente, mais peut-être qu'elle va m'ouvrir des portes que j'ai besoin d'ouvrir. Donc c'est plutôt la nature de la relation qu'on va
étudier et non pas la raison d'être, la validité, la légitimité de la relation. Ça, Oui, bien sûr. à moins qu'on veuille tout contrôler et s'arrêter de vivre par peur de souffrir, dans ce cas-là, n'aimons pas, point barre. Je veux dire, c'est tout. Mais c'est bien triste. Ne rencontrons personne, comme ça au moins, on risque pas de souffrir. Oui, il nous arrivera rien, oui, c'est ça. sûr. Oui, ça, c'est sûr. Et tu en as parlé un petit peu justement dans la justification de tout ça. L'autre idée reçue, c'est peut-on s'identifier à son signe astral de naissance? Alors là, je fais comment? J'appuie sur les 2 buzzers à la fois. Parce que c'est vrai. Ça va faire une belle cacophonie, voilà, mais on peut l'un essayer. après l'autre, voilà. Là et là. Vrai faux, quoi. Parce que oui. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je pense que c'était à propos d'Harry Potter, qui était un bon cobaye pour qu'on parle du soleil et de l'importance du soleil. Alors, oui. On va dire que de façon générale, et en même temps, il n'y a pas de généralité, donc c'est un petit peu un cercle vicieux dans lequel je me... Comment dire? Le soleil, dans l'analyse la plus authentique qu'on peut en faire, est effectivement un horizon de développement de l'être. Il symbolise le sens et un but. C'est un but de vie, on peut un dire. Un petit peu comme le soleil, on l'avait déjà vu, ressemble, son glyphe, son symbole graphique ressemble beaucoup à une cible. À une cible. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la quête représentée par le soleil. La quête existentielle, ce qui donne sens, vers quoi je tends. Et qui se renouvelle au fur et à mesure des moments de la vie, des âges de la vie. On n'arrive jamais au but. On arrive à un certain type de but, à une étape, et puis ensuite, une fois cette étape franchie, un nouveau but vient surgir qui engage d'autres questions et d'autres défis. Mais, parce qu'il y a un mais, certaines personnes, parce que la disposition de leur planète, notamment de leur soleil dans leur thème, indique une identification au principe solaire fort, peuvent assez tôt dans leur vie porter des caractéristiques liées au signe solaire. Ça veut dire que pas mal de personnes qui ont le soleil en Sagittaire ne vont pas de façon évidente porter de façon socialement identifiable par les autres les caractéristiques du Sagittaire, mais d'autres, par les différentes techniques dont je ne parlerai pas ici, mais qui permettent de voir à quel point le soleil va être un point extrêmement vibrant dans le thème, et en tout cas consciemment parlant pour la personne qui le porte, va au contraire porter de façon plus évidente ces caractéristiques-là. Parce que dans son thème, à cette personne en particulier, il y a des indicateurs qui montrent que le soleil, l'énergie solaire est extrêmement présente, est un peu au premier plan dans la psyché de l'individu. Donc il va s'y identifier plus directement. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui s'identifie aux caractéristiques du signe solaire va avoir vécu, intégré le potentiel de ce que représente son soleil mieux que quelqu'un qui n'a pas ces caractéristiques dites psychiques évidentes. Ce que représente le soleil n'est pas nécessairement l'intégration immédiate des caractéristiques du signe. Il ne faut pas confondre les deux. Mais il est vrai qu'on n'est pas tous égaux en ce domaine et que pour certains, l'évidence d'être d'un certain signe du zodiaque
Oui, quand voilà. même plus forte C'est au pour ça départ qu'il y a que beaucoup de pour d'autres. variables Ouais. là-dedans. Il y a beaucoup de variables et il n'y a pas de grande Oui, vérité. oui. Certains vont le trouver un peu plus tard dans leur vie, ou en tout cas le rencontrer peut-être un peu plus tard dans leur vie, et puis d'autres vont l'avoir. Et ça me fait penser à une autre idée reçue, c'est est-ce que le thème natal, tel qu'on nous le présente, que l'astrologue peut nous le présenter, est une cartographie parfaite de qui on est. Oui, alors, ouais. Très bonne question. Est-ce que notre ciel de naissance représente totalement la personne absolument que l'on pas. Non. Ouais. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que souvent on entend dire ah bah voilà mon thème de naissance c'est ça, donc moi non. je suis ça. Mais non, si on est ça, quelque part, on est un tableau fini, on est un tableau achevé. Mais c'est ça, c'est déjà joué d'avance, quoi. Plus aucun intérêt de, je dirais, vivre et voilà, et rencontrer plein d'expériences. Et donc c'est ça qui me paraissait intéressant de voir. Alors avec il est toi, très très justement. important de voir le thème comme une entité vivante qui se développe, qui est en devenir, comme l'être humain est en devenir. Il n'est pas, mais il est en devenir. Il est en mouvement et effectivement, on a un thème de naissance qui est une sorte d'instantané figé qui est en filigrane une carte un petit peu de navigation en un sens du voyage qui nous attend dans la vie et de comment est-ce qu'on va réussir au mieux à contourner les obstacles, à gérer les obstacles, à faire face aux tempêtes, à profiter des moments de trêve, à faire usage des instants de clémence du temps. Mais fondamentalement, notamment via des techniques qu'on appelle en astrologie les progressions, il y a plusieurs types de progressions, on voit bien qu'on est inscrit dans un mouvement peut-être qui n'est pas un mouvement rapide, mais on est inscrit dans un devenir qui est extrêmement important à garder à l'esprit, puisqu'on est mené aussi de ce thème, de ce potentiel, à en tirer quelque chose de différent pour chacun, et c'est pour ça que personne n'a vraiment même des jumeaux qui auraient le même thème ne vont pas vivre cette potentialité au même rythme et à la même intensité. Voilà, on va dire. Est-ce que du coup, on pourrait dire que finalement, ce thème de naissance, ce serait un petit peu comme une boussole au fur et à mesure, je dirais, des événements qu'on rencontre, des épreuves qu'on va expérimenter. Est-ce que ça pourrait être une boussole de nous dire, ben voilà, finalement, dans mon thème astral, j'ai telle ou telle ressource qui peuvent me permettre justement de dépasser ces épreuves ou de les vivre d'une autre façon ou de les appréhender différemment la prochaine fois. Est-ce que ça pourrait être peut-être... Oui. C'est ça. On va dire que c'est un indicateur à niveau à minima sur ce qu'on serait capable de faire dans certaines circonstances, mais évidemment il y a toute une panoplie, et c'est ce qui est très riche en astrologie, panoplie d'interprétations possibles, de possibilités de vivre cette dynamique interne pour faire face à l'existence, pour vivre l'existence, pour intégrer ce que l'existence nous propose. Il y a une variété infinie et très très riche. Et je pense que là, le curseur se joue au niveau du niveau de conscience de la personne qu'il est libre aussi d'acquérir en fonction de ses prises de conscience et du chemin qu'il choisit à ce moment-là d'emprunter. D'où l'importance du libre arbitre. Cette panoplie de possibles, elle est inscrite dans les plis, les replis du thème de naissance. Mais savoir comment l'individu, dans sa croissance, dans sa prise de conscience, dans ses expériences, dans sa façon de les vivre et de les intégrer, va agir en fonction de
de ce qui lui est proposé. Ça reste un mystère qui va être dévoilé au moment où il va poser ses actes, donc ses choix existentiels. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclairage, parce que c'est pas forcément toujours très clair. Un autre sujet aussi, Léa, dont je voulais parler avec toi, c'est... On a l'impression qu'il y a une espèce de furie un peu sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a un Mercure qui rétrograde, où on a l'impression qu'il va nous arriver un truc phénoménal à chaque fois, que ça va être super dur. Tu vois partout, courage, ça va aller. T'es là, tu te tiens aux branches, quoi. Tu te dis à tout moment, il va t'arriver quelque chose. Bon, moi, personnellement, à titre individuel, il ne m'arrive jamais ce que je lis. Donc, bon, voilà. Je m'interroge, doit-on... est-ce que ce Mercure rétrograde se vit de la même manière pour tout le monde ? Non. Déjà, Mercure rétrograde plusieurs fois dans l'année, normalement. Il a l'habitude de rétrograder, Mercure. Oui, c'est récurrent. Hein, Oui, à raison de 3 à 4 fois par an, selon les années. Non, alors, il n'y a pas de réaction univoque par rapport à Mercure rétrograde. Déjà, c'est une influence relativement subtile. Il faut savoir que quand Mercure a une apparence, en tout cas, de reculer dans le ciel, alors qu'il ne recule pas en réalité, mais en tout cas, il a une apparence de rétrogradation, donc on l'appelle le Mercure rétrograde. Il y a une possibilité à ce que les personnes qui sont fortement marquées de Mercure, dites mercuriennes, puissent faire l'expérience de certains retards, mais enfin des retards qui sont pas des... je veux dire, c'est pas des cataclysmes dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est des petites frustrations sur le plan de la communication, notamment puisque Mercure régit quand même beaucoup ce domaine de la vie, des relations immédiates dans l'environnement proche, de petites quiproquos interpersonnels fréquents, des petits accros comme ça, des petits décalages de compréhension, des problèmes de réseau, des problèmes d'internet, des problèmes d'envoi, des problèmes de réception ou pas de mail. Enfin bon, tout ça, est-ce que ça change vraiment la qualité de la vie sur quelques semaines ? Ça peut être un petit peu embêtant, ça peut être irritant, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça va pas, c'est pas un transit de Pluton, un transit de Saturne qui va bien la dégommer pendant un temps. Ça va pas venir remettre en question le pourquoi et le comment. En revanche, ce que permet la rétrogradation de Mercure chez les personnes qui ont elles-mêmes une tendance dans leur personnalité, qu'on peut voir d'ailleurs dans le thème, à une certaine introversion, à un certain besoin de revenir en soi pour se ressourcer, pour se recentrer, pour se réaligner, pour ne pas trop se perdre aussi dans le bruit du monde qui peut devenir un petit peu violent pour certaines personnalités sensibles, ce que peut permettre le mouvement de Mercure rétrograde, ce qui en tout cas, il rend, on va dire, le terrain plus favorable à une certaine méditation, à un certain retour à soi, à une certaine contemplation qui permettrait de mieux rediriger ses énergies quand Mercure redeviendra direct, afin d'être plus en phase avec ses pensées, avec ses... Comme si un décalage possible qu'on pourrait avoir entre son discours, ses idées et ses actes, une sorte de discordance que beaucoup d'entre nous rencontrons dans nos vies entre une certaine, un petit peu un blabla, une façon, voilà, on parle beaucoup mais on ne fait rien vraiment de ce qu'on dit. C'est l'occasion en fait de renouer, de réintégrer, de créer un lien réel entre ce pourquoi on vit et ce qu'on dit, le poids de notre parole. Comment on l'articule, comment est-ce que on
on agit en fonction de ce qu'on dit, comment on crée une cohérence entre nos paroles et nos actes. Et puis pour des gens qui aiment et vivent avant tout par le vecteur de la réflexion et du mental, c'est un moment aussi où on peut revoir certaines façons qu'on a eues de s'identifier à des idées et à des pensées qui étaient peut-être pas justes, fausses, pas tout à fait honnêtes. Et ça permet de réviser au sens large, de réviser aussi certaines façons de communiquer avec notre entourage. Et puis, puisque souvent ça peut signifier un petit éloignement de communication qui n'est pas toujours perceptible, mais en tout cas des petits retards, des messages qui sont pas reçus au moment où on l'attendait. Ça peut supposer chez certains, mais pas tous, une réévaluation de notre façon de communiquer. Mais enfin, ça va pas généralement beaucoup plus loin que ça. Oui, et puis c'est ce que tu rappelais aussi, c'est qu'en fait, ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde dans la mesure où Mercure fait partie des planètes dites personnelles. Donc, oui, on n'a absolument pas, on a chacun, je dirais, du coup, une planète, enfin, Mercure qui nous est propre et on ne peut pas avoir les mêmes caractéristiques Mercure rétrograde pour tous les individus. Ça paraît impossible, quoi. Absolument. Voilà. De toute façon, c'est pareil. C'est besoin je pense qu'on vit une époque où on a beaucoup besoin d'être ensemble, de vivre les choses ensemble, de créer des liens émotionnels, psychiques, presque télépathiques entre les uns et les autres, notamment via les réseaux sociaux, parce qu'on souffre beaucoup d'isolement. C'est vrai. Et du coup, ça peut créer aussi une surenchère complètement décalée de... Alors, pas juste de la réalité concrète, mais de la réalité même de la discipline astrologique, de ses lois, de ses règles, qui nous fait interpréter des choses de façon complètement, pour le coup, lunaire, quoi. Enfin, je veux dire, ça va beaucoup trop loin, et puis on va aussi chercher à dire tout et n'importe quoi parce qu'on a besoin d'être connecté dans une sorte de communion psychique commune. Donc on peut très bien juste... se sentir ensemble sans faire dire n'importe quoi à l'astrologie, et juste en se disant qu'on vit des temps difficiles et courage, et qu'on a besoin de courage de toute façon, que Mercure soit direct ou rétrograde. C'est pas ça qui change. C'est pas la question. Non. Voilà. Autre idée reçue, Léa. Est-ce que le Scorpion est vraiment le signe le plus maléfique du zodiaque ? Oula, je vais dire oui ou non là. Je sens attention à ce que tu vas dire. Attention, ma vie est en jeu. Exactement. Alors bien évidemment, non. Enfin, bien évidemment, peut-être que je me suis lancée un peu trop vite. Oui, effectivement, le Scorpion n'a pas une super réputation, le pauvre. Non, parce que le Scorpion, il est magnifique, le Scorpion. Je veux dire, quel signe est le plus intense, le plus mystérieux, le plus fascinant, c'est le phénix. Alors, en fait, je pense aussi qu'il faudrait remettre un peu aussi au goût du jour le fait que le Scorpion, traditionnellement parlant, a plusieurs significations et a plusieurs symboles. Il y a le Scorpion qui est effectivement un animal, une sorte de un insecte, crustacé. Écoutez, je ne sais pas, je suis désolée, je ne suis pas zoologue, je ne sais pas exactement dans quelle espèce est le scorpion, je ne suis pas sûre que ça soit un insecte, je ne pense pas d'ailleurs. Je ne pense pas non plus. Non, je ne crois pas, c'est peut-être pas un crustacé non plus. Bon, bref, c'est une bête. C'est une bête qui vit dans l'ombre, qui vit dans la chaleur, qui vit... cachée. Solitaire, cachée. Mais ça, c'est... Voilà. Et puis, c'est une bête, effectivement, qui a au dard empoisonné, qui peut tuer. Effectivement, c'est une de ses caractéristiques. Pour se défendre, généralement. Oui, parce qu'il n'attaque pas... non, si on il n'attaque pas sans raison. Oui. Voilà. Et donc... ça, c'est un aspect du Scorpion qui peut attaquer, qui peut détruire, généralement pour se protéger de quelque chose. Mais bon, on va dire que c'est pas non plus ce qui caractérise fondamentalement le signe du Scorpion, qui, s'il a mauvaise presse, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a mauvaise presse. Parce que peut-être que des 12 signes du zodiaque,
Le scorpion est celui qui symbolise le plus la question qui a toujours interrogé l'humanité depuis la nuit des temps, qui est la question humaine en fait, mais qui à la fois fascine, mais qui est à la fois complètement, on va dire, repoussé, rejeté, qu'on fuit la plupart du temps. Et ça, c'est la question de la mort. Et je pense que le signe du Scorpion est là pour nous rappeler que le principe de mort, mais au sens avant tout symbolique, c'est-à-dire le principe de transformation d'un état à un autre, fait partie intégrante de notre expérience sur Terre. Je veux dire, sans cette conscience-là, d'une certaine précarité de chaque état qu'on traverse, de chaque expérience, sans cette conscience que tout est mené à changer et que dans ce changement, que l'être humain en tant qu'agent du changement, en tant qu'acteur du changement, peut mener ce changement vers un changement plutôt destructeur ou plutôt transformateur pour le meilleur, c'est-à-dire qui va venir transcender les limitations de l'état précédent. Je pense que revenir à l'essence du Scorpion, c'est revenir à l'essence de ce qu'on peut appeler l'alchimie ou le processus de transformation qui prévaut dans toute existence, en fait. Je veux dire. Et puis, si on se pose vraiment la question de la transformation, ça suppose un état qui meurt à lui-même pour renaître à autre chose, à une autre étape. Oui, c'est le signe de la résilience. C'est ce que tu me disais. C'est le plus grand résilient du zodiaque. Bien sûr, oui. Alors le Scorpion est connu pour ça, parce que l'énergie plutonienne est vraiment l'énergie primale de mort et de renaissance. Mais je ne sais pas si dans résilience, on entend une résistance à toute épreuve qui fait qu'on se relève malgré tout. Contre vents et marées, à la face des plus grandes épreuves. Est-ce qu'on entend le fait de se relever, de résister, ou est-ce qu'on entend le fait d'arriver à lâcher prise à un tel point qu'on est OK avec le fait de laisser vraiment une part de nous mourir à elle-même? Ça, c'est vraiment voilà, c'est l'idée du phénix, c'est l'idée du serpent qui mue aussi. Il y a une idée de mutation, en fait. Il y a une idée qu'on va vraiment laisser tomber quelque chose de soi pour arriver à un autre état. Et c'est de là que vient aussi le symbolisme du Scorpion qui s'est justement transcendé lui-même et qui devient un aigle. Oui. Il y a une autre qui est moins connue, mais une autre représentation traditionnellement en astrologie du Scorpion qui est l'aigle, qui n'est plus au ras de terre dans le désert, seul dans l'ombre, mais qui a une vue d'ensemble sur l'existence et qui à la fois est détaché et qui a une certaine sagesse et qui est aussi un rapace, donc il peut retourner sur Terre pour... Mais je veux dire généralement avec un but. Alors évidemment, c'est l'aigle, c'est aussi l'aigle royal, c'est l'ambition, c'est le pouvoir, qui est quand même la question aussi de Pluton et du Scorpion. C'est qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? Qu'est-ce que je fais de ma puissance? Est-ce que je l'utilise pour le bien ou pour le moins honorable, disons, voire le carrément macabre. Ouais, le sombre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose dans cet état-là, de cette capacité à se transcender complètement soi-même, de passer véritablement d'un état à l'autre, qui rend aussi le Scorpion, le signe du zodiaque, le plus à même de faire prendre conscience déjà à autrui, à ceux qui ne sont pas aussi touchés par cette énergie, de leur propre potentiel, de leur propre puissance et de leur propre profondeur. Donc il a aussi une capacité non seulement à se transformer lui-même, mais à transformer tout ce qui touche. Et ça, c'est quand même vachement... c'est pas que c'est vachement utile, parce que ça a l'air un petit peu prosaïque, ce que je dis là. Mais en tout cas, c'est
les scorpions, s'ils utilisent leur énergie comme il se doit de le faire, c'est-à-dire de façon intelligente et pleine d'humilité, parce que je pense que le plus grand ennemi du scorpion, c'est sa soif de... Enfin, c'est son incapacité à vouloir lâcher prise. Quand le scorpion ne peut absolument pas lâcher prise, il souhaite tout contrôler. Et quand on veut tout contrôler, on a un problème avec la gestion du pouvoir. Et auquel cas, on devient effectivement, possiblement, manipulateur puisqu'on souhaite contrôler le monde autour de soi. Mais si on arrive à faire un travail honnête sur soi et à regarder ses peurs, ses angoisses de perdre le contrôle et qu'on arrive justement à un état d'acceptation de certaines choses qui nous permet d'être en union, en fusion, parce que c'est très important pour le scorpion de ressentir les choses très intensément, d'être dans une espèce de fusion totale avec la vie. Là, on peut devenir le plus grand guérisseur, le plus grand maître spirituel, le plus grand scientifique, celui qui va venir faire une percée dans la matière la plus opaque, la plus froide, la plus sombre, qui va réussir à vraiment créer un espace complètement nouveau qui permet de filtrer la lumière. D'accord. Et ça, je pense que c'est la grande force du scorpion. Et de là, sa résilience également. Il peut percer la matière la plus brute, la plus épaisse, la plus résistante pour en faire un outil de transformation et, en dernière analyse, de bien universel, de bien social, de bien humanitaire. Voilà. Donc oui, vive le scorpion. Si le scorpion décide de ne pas parfois se laisser manipuler par des forces en lui-même. Oui, c'est ça. Oui, très inconsciente, hein. C'est souvent très inconscient. Hein. Oui, qui sont des forces qui généralement se manifestent par une certaine angoisse, hein, ça c'est sûr. Mais si le scorpion ne fait pas face à cette part de lui, là, il peut devenir destructeur pour lui ou les autres. Mais s'il a le courage, et il est courageux, d'aller, parce que c'est sa vocation que d'aller chercher la raison ultime, la source, la vérité, l'authenticité de chaque chose, de revenir aux racines du mal, entre guillemets, pour pouvoir finalement aller le chercher, le mettre à la lumière et auquel cas devenir quelqu'un de très positif pour lui-même et pour son environnement. Donc c'est aussi, encore une fois, une question de choix et de position vis-à-vis de l'existence. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible, c'est toujours le choix qui nous est donné à chaque instant. Et le scorpion, voilà, a ce choix-là. Ouais, écoute, je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est très important. On parlait beaucoup justement du libre arbitre aussi, du fait qu'on ait toujours le choix dans l'existence, qu'on n'est pas conditionné par notre thème de naissance, par tout ce qu'on peut lire aussi sur l'astrologie, mais que quelque part aussi, il faut faire confiance à ce ressenti. C'est très important. Donc, merci beaucoup, Léa, de nous avoir éclairé sur toutes les idées reçues. Si jamais vous en avez d'autres, si jamais vous souhaitez qu'on éclaire quelques zones d'ombre ou des questions que vous vous posez, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Et puis, on vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle thématique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt.